On va parler dans cette séquence des logiques de priorisation. Je vais attendre que... Voilà, merci. Comment prioriser à l'intérieur de cette logique de priorisation sur le carbone ? Nous avons pour cette table ronde, je vais commencer par Alexandre Monin, qui est directeur de la recherche d'Origence Media Lab et qui est enseignant-chercheur permanent à l'ESC de Clermont. Nous avons Judith Ferrando, co-directrice de Mission Publique, que vous avez déjà entendu hier, et membre du comité scientifique de France Ville Durable. Antoine Denoy, qui est PDG d'AXA Climate, et il va nous expliquer comment ces deux mots vont ensemble. Et bien sûr Virginie Carollo, qui est présidente de France Ville Durable, mais également présidente de Co-Seine-Aglo et première vice-présidente d'Intercommunalité de France. Je m'arrête là. J'ai envie de commencer par Judith Ferrando en rebondissant sur ce qu'a dit Jean-François Montagne tout à l'heure, en disant mais cet appel à projet, cette démarche, elle est aussi pour les citoyens. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le titre, Judith, c'est par et pour les citoyens. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément, au début des travaux, ce qui a toujours été mis en avant. Et on a commencé d'abord à parler tuyauterie, à parler calcul, modélisation, etc. Puis après, pas tout le monde, hein, c'est très variable d'un territoire à l'autre, mais c'est dans nos cultures administratives françaises aussi, hein, ça avance doucement. Or, l'implication, la sensibilisation, la mise en mouvement des citoyennes et des citoyens est un critère indispensable à la réussite de la décarbonation. Et je crois, Judith, qu'à travers l'activité menée par Mission Publique, tu as des exemples à nous donner et surtout, tu as un point de vue très fort sur le rôle des citoyens dans cette démarche globale de transformation des territoires. Nous t'écoutons. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième jour pour certains et pour la première fois pour d'autres. Donc un mot, je suis sociologue et je co-dirige Mission Publique, qui est une agence qui accompagne depuis plus de 20 ans les territoires dans leur transition. J'ai accompagné pas mal de territoires dans leur plan climat, notamment j'ai accompagné des réseaux de territoires en plan climat pour l'ADEME, région Centre-Val de Loire, et aussi de nombreuses démarches délibératives avec des citoyens, notamment la Convention citoyenne pour le climat, des conventions locales et aussi des panels européens mis en place au moment de la conférence sur l'avenir de l'Europe, dont l'un que j'ai animé était sur les questions environnement, climat et santé. Donc je vais me baser aussi sur ce que j'ai pu entendre et je ne suis pas une très grande connaisseuse du programme qui nous réunit aujourd'hui, donc je ferai plutôt une sorte de rapport d'étonnement donc là-dessus. Alors, déjà, effectivement, c'est intéressant quand on dit ville neutre pour le climat et intelligente. Intelligente, ça peut s'entendre de deux manières. Une manière de la smart city, donc l'intelligence au sens technologique, et puis l'intelligence des territoires, l'intelligence de ceux qui habitent ce territoire. Donc c'est plutôt là-dessus que je vais baser mon propos. Et je voudrais m'attacher au titre de cette séquence face au défi de l'Anthropocène, prioriser pour accélérer. Et je voudrais juste rebondir là-dessus parce que je ne veux pas vous raconter chaque année la même chose à France Ville Durable sur l'importance d'intégrer les citoyens. Mais effectivement, on l'a beaucoup dit hier, finalement l'action elle n'est pas aujourd'hui assez rapide, elle n'est pas à la hauteur des enjeux en matière de lutte contre le changement climatique qui n'est que une des 9 limites planétaires, mais je ne reviens pas sur tout ce qu'on s'est dit hier, vous l'avez d'ailleurs redit tout à l'heure dans les propos introductifs. Le point important, c'est qu'aujourd'hui, tant le GIEC que les décideurs locaux, mais aussi les citoyens. Hier, les résultats de l'Observatoire des usages et des représentations des territoires qui a été présenté par l'Obsoco insistent là-dessus. Les citoyens ont bien conscience qu'on ne va pas assez vite et pas assez loin. Mais la question qu'il faut se poser, c'est en fait prioriser, oui, mais vers quoi ? En fait, la neutralité carbone, c'est un horizon chiffré, mais ce n'est pas un projet de société. Or, tout l'enjeu d'embarquer les citoyens, j'y viens, on ne peut pas les embarquer simplement sur l'atteinte d'objectifs comptables. Il faut les embarquer sur le projet de société et donc leur donner à voir ce que ce projet de société peut être, comment ça peut, comme disait Jean-François tout à l'heure, dessiner un avenir riant, en tout cas le moins grimaçant possible. Tout ne sera pas riant et j'y viens là-dessus. Parce que quand on dit prioriser, vous avez raison, mais pour ça, il faut un cap. Donc c'est quoi le cap, hormis des aspects chiffrés ? Et c'est quoi les compromis acceptables par toutes les parties pour s'accorder sur le fait qu'on va aller vers ce cap ? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure dans les chiffres que vous avez évoqués, la marche, elle est haute. Elle va obliger, prioriser, c'est renoncer.
c'est réorienter, mais certains en parlent beaucoup mieux que moi, c'est faire autrement. Et donc, ça amène à revoir nos modes de vie, si je me mets du point de vue des citoyens, mais nos modes de production, des produits, mais aussi des processus et de la ville. Donc la question centrale, c'est comment on s'accorde sur le cadre. Et ça, on n'en parle jamais. Je dis ça, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que c'est bien d'embarquer les citoyens, mais pourquoi faire? Ils veulent bien monter dans le bus, mais c'est quoi la destination? Et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler. Hier, un rapport de France Stratégie a été cité sur orchestrer les soutenabilités. Et France Stratégie insiste aussi là-dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment on détermine un cadre de soutenabilité avec des seuils acceptables? Et comment, après, on construit le compromis territorial, peut-être que les COP territoriales annoncées hier vont être l'occasion, qui va permettre de mettre en œuvre localement ces aspects-là, pour réorienter l'action et l'économie. Et ça touche quand même très fort à notre gouvernance. Je reboucle, quelle est la place des citoyens dans cette gouvernance-là? Mais quelle est la place aussi des parties prenantes? Posons-nous la question pour toutes les 9 villes de France, mais surtout les presque 100 villes à l'échelle européenne. Donc, un point sur lequel c'est très important, c'est qu'on ne peut pas penser la décarbonation aujourd'hui sans réfléchir au contrat social implicite et explicite qui le sous-tend. Aujourd'hui, toutes nos sociétés sont organisées sur l'abondance, la croissance matérielle. Et donc, changer ça, parce que décarboner, ça veut dire transformer ça, ça oblige à se dire c'est quoi le nouveau contrat social qui va nous réunir. Et ça, bonne nouvelle, ça intéresse beaucoup les citoyens, beaucoup plus que la question des pourcentages. Au fond, c'est quelle va être la place du travail demain? Quel est le nouvel État-providence, ou en tout cas la protection sociale dont on va pouvoir bénéficier? C'est quoi le pacte démocratique qui va nous lier par rapport à cette société qu'on va devoir faire advenir et qui va obliger qu'on fasse des efforts? Mais on comprend les efforts qu'on fait si on comprend pas simplement les co-bénéfices individuels, mais collectivement la société, quel est le nouveau état de contrat social. Donc le rapport contrat social, c'est ce qui, dans les 30 Glorieuses, fixait les règles de répartition des fruits de la croissance. C'est un certain compromis entre les syndicats, le patronat et l'État. Et donc c'est ce nouveau cadre social qu'il faut réfléchir. Je dis ça, c'est le teaser. L'IDRI, donc l'Institut de développement durable et de recherche internationale, de relations internationales, lance un projet sur cette question-là du nouveau contrat social aujourd'hui. J'ai la chance d'être embarquée dedans au sein d'un comité scientifique. Il y a aussi l'ADEME qui est très présent et plein d'autres. Donc voilà, c'est vraiment des sujets, à mon avis, qui sont importants pour embarquer dans ce projet de société. Et je finis là sur la place des citoyens. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont partie prenante et ils peuvent être associés à la fois à deux aspects sans doute très intéressants par rapport à ce que vous êtes en train de travailler sur les contrats climat de vos villes. À la fois, ils peuvent être associés sur la réflexion sur les principes. Finalement, c'est quoi les grandes évolutions à quelles conditions on les accepte, ces grandes évolutions? Comment ça résonne en tant que citoyen? Ça, c'est un point très intéressant. C'est là-dessus, par exemple, que la Convention citoyenne sur la fin de vie a travaillé. Ce n'était pas sur la technique pour la fin de vie, mais c'est bien sur les finalités de la société. C'est aussi là-dessus, par exemple, qu'on a récemment accompagné, je n'ai aucun rapport avec la fin de vie, par ailleurs, c'est une très belle démarche, c'est aussi là-dessus, par exemple, qu'on a accompagné récemment pour l'Union européenne des panels citoyens européens sur les mondes virtuels, donc le métavers. On ne sait pas très bien ce que ça va être, mais on peut dès maintenant commencer à se fixer des lignes collectives de quelle régulation, quel usage pour le bien collectif, quelle ligne rouge. Donc, les associer aux principes, mais ça peut aussi être les associer à la mise en œuvre. C'est-à-dire, une fois que vous avez écrit vos contrats, finalement, ces grandes lignes, comment ça résonne dans la vie des citoyens, comment eux peuvent prendre une part active, comment ils peuvent développer leur pouvoir d'agir, comment ils peuvent faciliter la mise en œuvre de ces contrats. Donc, autant en amont qu'en aval, il y a toute la place dans ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui pour les citoyens et pour que ça soit vraiment des propositions qui ne soient pas technologiques, technocratiques, mais vraiment incarnées dans ce que les citoyens, dans chaque territoire, vont pouvoir faire et accompagner. Et il faut vraiment voir ça, cette neutralité carbone, plus largement cette question du donut dont on a parlé hier, comme l'occasion de refonder un projet de société où chacun a sa place et où chacun peut faire aussi sa part. Et ça, c'est aussi une question de considération et de dignité. Les citoyens en sont persuadés. Tous les citoyens qui participent à ce type de démarche, à toutes les démarches autour de la fresque du climat, retrouvent beaucoup de pouvoir d'agir et le sentiment de ne pas subir, mais de pouvoir être acteur de la société qui vient. Voilà, et je finis juste sur un tout petit point, et après, promis, je me tais. Je partage avec vous un rêve. Vous avez, vous, en tant qu'élu,
des occasions de discuter en France, notamment avec tout le travail que fait France Urbaine, mais aussi à l'échelle européenne pour croiser les regards sur l'avancée de votre travail sur les villes neutres en climat. Mais je fais le rêve que peut-être un jour, vous puissiez, chacun des presque 100 villes, envoyer des parties prenantes de vos territoires et des citoyens dans une assemblée citoyenne européenne pour croiser les regards de ceux qui vivent ces territoires en train de se transformer et comment ça dégage un récit commun. Là, ensemble, ça se construit, ça se tricote ensemble. Voilà, donc je pose ce rêve autour de la table et peut-être il deviendra réalité. Voilà. Merci beaucoup, Judith. Donc, première proposition très concrète. Mais ça nous semblait important de commencer par ce sujet-là. C'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes tend quand même à reconnaître aujourd'hui que le sujet central est celui que vient d'évoquer Judith, plus que des calculs et des prévisions chiffrées. Notre contrat social aujourd'hui est basé sur la combustion d'énergie fossile. On a cru pendant 20 ans qu'il suffirait de verdir le fonctionnement de la société pour régler les problèmes, mais ça ne tient pas en ressources, en externalités négatives, etc. etc. Je ne rentre pas dans les détails, vous êtes tous des professionnels, toutes et tous des professionnels, donc on ne détaille pas chacun des sujets. Or, c'est difficile de réaborder cette question du contrat social, c'est rarement ce qui est mis en avant dans les logiques de décarbonation. Je voudrais me tourner vers Alexandre maintenant. Judith a évoqué aussi un terme qu'on n'entend pas beaucoup dans les logiques de stratégie de décarbonation, c'est le terme de renoncement. On pourrait dire aussi redirection, on pourrait dire faire autrement. Vous avez publié un ouvrage récemment à ce sujet et vous avez, dans vos cours notamment, vous travaillez beaucoup sur ce qu'on appelle le design de l'Anthropocène. Quelle est la place de ces logiques de renoncement et comment rediriger, selon vous, pour que ça puisse accélérer ? Effectivement, merci beaucoup pour votre invitation. On se rend compte effectivement aujourd'hui qu'un certain nombre d'approches ou de paradigmes, vous l'avez dit, antérieurs, qui consistaient finalement à dire qu'on allait pouvoir simplement verdir l'existant, le rendre plus efficient, sont des logiques aujourd'hui qui montrent leurs limites et que du point de vue du courant qu'on porte avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landiva, la redirection écologique, on considère au point de départ que contrairement à ces logiques antérieures, on ne pourra pas tout maintenir demain ou il ne faudra pas tout maintenir. Effectivement, les activités, les industries, les infrastructures ou autres qui dégradent les conditions d'habitabilité. C'est un petit peu l'autre phase de l'Anthropocène, entendu sous l'angle des limites planétaires qui garantissent justement des conditions d'habitabilité viables. Eh bien, ces éléments-là, peut-être, il ne faudra pas les maintenir. Et puis, il y en a d'autres aussi qu'on ne pourra pas maintenir. On voit bien à l'échelle d'un certain nombre de territoires aujourd'hui, de plus en plus, que un certain nombre, comme je l'indiquais, d'activités, d'infrastructures seront difficiles à maintenir dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies, et qu'un des enjeux par rapport à ça, c'est d'anticiper justement leur fermeture dans de bonnes conditions, d'anticiper éventuellement le fait que certains nombre de projets ne doivent pas advenir, et dans ce cas-là, c'est pas qu'une vision négative, qu'il faut aussi réaffecter des moyens à autre chose, réaffecter des infrastructures, des territoires à d'autres choses, ce qui ouvre d'autres perspectives. Parmi les exemples qu'on peut citer immédiatement, il y a effectivement un exemple qui peut sembler folklorique, c'est l'exemple, mais qui ne l'est pas. Alors ici, peut-être à Marseille, il va sembler folklorique, c'est l'exemple des stations de ski, des territoires de montagne et des stations de ski, dont on sait qu'il y a une étude encore récente qui paraît de plus de 90% des stations qui allaient quand même avoir de gros problèmes, et je reste dans une forme d'euphémisme en disant ça, dans les prochaines années, prochaines décennies. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'on envisage la sortie de ces activités ou non ? Il y a déjà des acteurs qui le font, je pense notamment à Métabier, par exemple. Il y en a d'autres qui ont été contraints parfois de fermer un certain nombre de stations, je pense à Céuse, pas très loin d'ici. Est-ce qu'on anticipe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et une fois qu'on a anticipé, c'est pour se projeter vers quel modèle ? Là, effectivement, ça ouvre des questions qui sont souvent des questions assez inédites. Mais comme j'indiquais, on pourrait penser que ce sont des questions finalement un peu folkloriques qui concernent des secteurs
très particulier. Mais je crois que ce n'est pas du tout le cas. J'ai l'habitude de raconter un petit peu cette anecdote. On était en train de discuter avec le VP d'une entreprise du CAC 40, avec mon collègue Emmanuel Bonnet, pour parler de ces questions de renoncement, de fermeture, etc. On parlait de l'exemple des stations de ski, des territoires de montagne, et mon collègue Emmanuel Bonnet disait voilà, en fait, c'est pas un enjeu uniquement folklorique. Aujourd'hui, toutes les organisations, tous les territoires ont leur neige, ont un élément effectivement qui est fragile, qui va tendre à disparaître. On parlait des énergies fossiles tout à l'heure, hein, c'est la neige de beaucoup d'activités aujourd'hui. Voilà. Et après un temps de silence, notre interlocuteur a dit « Oui, je vois bien dans notre organisation où est la neige ». Et en fait, voilà, la question, c'est de repérer un petit peu la neige sur les différents territoires, dans les différentes organisations, pour anticiper effectivement un changement parfois assez drastique d'activité, de perspective. Et donc, par rapport à ça, Redirection écologique essaye finalement de proposer des outils, de proposer des dispositifs, en particulier des dispositifs démocratiques, pour que ces renoncements, parce que moi j'aime bien parler de désaffectation, réaffectation, parce qu'on voit bien qu'il y a deux étapes, hein. Parfois il faut renoncer à quelque chose, mais pour se projeter dans autre chose derrière, se fasse dans de bonnes conditions. Moi j'ai l'habitude de distinguer trois critères, hein, très simplement. Il faut que ces renoncements se fassent de manière, autant que faire se peut, selon les contextes, démocratique et non pas autoritaire. C'est quand même mieux, ça renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on associe les personnes à ces enjeux-là ? J'y reviendrai. Il faut aussi le faire de manière anticipée et non pas au pied du mur. Il y a des acteurs, on prend l'exemple de Métabier, qui anticipent la sortie d'une activité qu'ils pourraient encore maintenir, mais effectivement, ils se donnent le temps finalement d'opérer ce changement qui va être un changement quand même assez fondamental. Si on ne se donne pas ce temps-là, on risque quand même de se retrouver confronté à des problèmes, des crises. Voir par exemple ce qui se passe aujourd'hui aux Pays-Bas avec la crise de l'azote, hein, où tout un pays qui n'a pas forcément agi par rapport à son modèle, qui est un modèle d'agriculture très intensive, qui se retrouve aujourd'hui contraint, d'ici quelques années, 2030, à réduire de moitié son cheptel animalier, à exproprier 30% d'exploitation agricole et transformer de fond en comble 30 autres % de ces exploitations agricoles parmi d'autres mesures. On voit bien que ça suscite d'ailleurs des réactions à une crise politique depuis lors. C'est un signal assez intéressant pour les élus, décideurs et décideuses que si on tarde à agir, on risque de se retrouver dans des situations comme ça tout à fait impossibles. On doit agir de manière extrêmement drastique, extrêmement brutale. Évidemment, ça pose des problèmes. Et c'est d'ailleurs mon troisième critère, c'est comment est-ce qu'on réussit à opérer ces transformations de manière non brutale et non pas de manière brutale. C'est peut-être la partie la plus spécifique de la redirection écologique. Quand je parle de ne pas être brutal, je veux dire par là prendre en compte les attachements des personnes considérées, des populations considérées sur les territoires. C'est-à-dire, attachement ici, ça veut dire ce à quoi on tient et ce qui nous tient. Donc, ça va être aussi des dépendances objectives, ça va être tout un ensemble de choses dont on a besoin pour subsister. Il y a des gens qui sont attachés à des infrastructures, à des emplois, à des activités, par exemple, qui n'ont pas d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait effectivement de ces personnes-là, à des modèles aussi basés sur les fossiles, etc., qui n'ont pas d'avenir. Et donc toute la question, c'est d'arriver à enquêter, à co-enquêter avec les personnes qui sont associées finalement à ces enjeux pour comprendre quelle transformation il faut opérer, parfois quel renoncement tout simplement il faut opérer, et se projeter derrière dans quelles autres activités on va substituer aux activités actuelles. Comment on va repartir de l'existant, mais pour imaginer des modèles de subsistance qui soient plus viables, le faire de manière démocratique, d'autant plus que aujourd'hui, les réponses n'existent pas forcément encore. Toutes les collectivités n'ont pas les réponses à ces questions. Tous les think tanks existants n'ont pas les réponses à ces questions. Moi, par exemple, je ne vais pas arriver sur un territoire et dire bon, ok, votre activité là n'a plus d'avenir. Bon, c'est pas grave. J'ai lu le plan du Shift que j'aime beaucoup par ailleurs. On a besoin de beaucoup de paysans. Vous allez tous devenir paysans, paysannes. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça va bien se passer. Surtout si c'est en plus un territoire qui a la mémoire de ce qu'est la ruralité et de la difficulté de la tâche. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver justement à proposer aujourd'hui des dispositifs,
des protocoles démocratiques pour instruire ces questions, pour permettre à ces publics d'enquêter sur ces questions. Et je pense que là, on rejoint la logique qui a été celle de la Convention citoyenne sur le climat, qui était une logique d'enquête finalement. Ce n'était pas une logique simplement de demander l'opinion des citoyens et des citoyennes, c'était une logique consistant à les équiper pour leur permettre d'enquêter sur ces questions et à l'issue finalement de ce développement, à l'issue de cette enquête, pouvoir se prononcer sur les questions de manière beaucoup plus informée. Là, c'est un petit peu pareil, c'est permettre à chacune et à chacun d'enquêter sur ses propres attachements, de manière à faire ressortir sur quoi on est prêt à négocier, sur quoi on est moins prêt à négocier, de manière à non pas du tout ne pas trancher, parce qu'à un moment donné où en politique il faut aussi trancher, mais savoir exactement où on tranche et surtout se donner des critères pour le faire de manière juste, parce que sinon on n'a pas de critères pour le faire de manière juste et évidemment c'est un problème. Et aujourd'hui, moi j'observe un très très grand alignement entre ces problématiques qu'on a posées il y a déjà quelques années du renoncement, de la fermeture, qui pouvait sembler un petit peu spéculatif comme ça il y a quelques années, et le surgissement littéralement de l'anthropocène, du franchissement en cours des limites planétaires au cœur de tous les territoires, au cœur des collectivités. Je prendrai juste un exemple peut-être pour terminer, c'est un exemple dans le sud de la France, donc pas très très loin. Dans le pays de Fayence, dans le Var, vous avez sûrement vu qu'en début d'année, le pays de Fayence a annoncé qu'il suspendait pour 5 ans la délivrance de nouveaux permis de construire, de tout nouveau permis de construire, parce que c'est un territoire qui est confronté à un problème à la fois de sécheresse et de distribution de l'eau, qui est un peu complexe, dans lequel je ne vais pas rentrer, mais qui n'est pas qu'un problème lié à la ressource, mais aussi au partage de la ressource. Des questions qui vont se poser de plus en plus, notamment avec les villes de la côte, pas plus de détails ici. Et du coup, pour préserver la ressource pour les habitants et les habitantes qui sont déjà présentes sur le territoire, la communauté de communes a suspendu donc les permis pour 5 ans, avec l'objectif derrière, soit de pérenniser cette mesure, soit en tout cas d'imaginer un modèle d'urbanisation complètement différent pour l'avenir. Et quand on sait ce qu'est la construction quand même dans le sud-est de la France, que vaut l'immobilier là-bas, etc., c'est pas du tout une petite mesure. Donc c'est extrêmement intéressant d'accompagner ces territoires et de voir aussi que ce sont des territoires pilotes, comme ça a été dit un petit peu tout à l'heure, qui font le travail finalement pour l'ensemble des autres territoires, et on a besoin de croiser toutes ces initiatives parce que aujourd'hui déjà, mais demain encore plus, elles vont être partout, elles vont se poser à l'ensemble de nos territoires. Merci beaucoup, Alexandre. Cette question du renoncement, par ailleurs, si on la met en rapport avec ce qui a été évoqué en introduction et qui est vraiment le nerf de la guerre, c'est la capacité d'investissement. Nous, on travaille beaucoup avec les collectivités locales sur la révision de leur programmation pluriannuelle d'investissement, parce qu'il y a encore dans les PPI, on l'a fait à Caux d'ailleurs, mais il y a encore dans les PPI des collectivités, comme vous le savez, je ne sais pas combien de milliards d'euros, qui sont inscrits depuis des années et des années sur des projets datés, qui avaient été élaborés avant qu'on pense à tout ça, mais puisqu'on a payé des études, qu'on a procédé à des acquisitions foncières, on n'ose pas faire marche arrière. On n'ose pas, parce qu'on se dit on va perdre de l'argent. Mais aujourd'hui, toute la question, c'est, vu l'urgence, est-ce que la réaffectation que tu viens d'évoquer, est-ce qu'on n'a pas là des marges de manœuvre disponibles plutôt que de financer une extension de bras autoroutiers, par exemple? Est-ce que les élus ne peuvent pas se dire que l'argent local pourrait servir à d'autres choses plus utiles à la décarbonation? Voilà. En tout cas, nous, on a beaucoup cette idée à France Ville Durable de dire qu'il ne faut pas forcément attendre de l'argent en plus pour démarrer. Il y a déjà les budgets qui sont déjà dépensés tous les jours par les collectivités ou par les entreprises qui peuvent être redirigés. Et si déjà on arrivait à bien affecter les budgets qu'on a déjà, on réglerait quand même une grande partie du problème. Certes, il faudra des investissements supplémentaires sur les grandes infrastructures de transport, sur la rénovation des logements, etc. Mais il y a déjà tous ces budgets en fonctionnement et en investissement qui sont dépensés tous les jours et qui peuvent ou non servir les enjeux qu'on évoque aujourd'hui. Et par ailleurs, un renoncement, c'est pas une dépense et c'est des résultats immédiats. En termes de décarbonation, pour la métrique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est des résultats instantanés sans dépenser 1 euro. Donc effectivement, c'est un levier qui peut peut-être être déployé. Et puis un deuxième levier que je note, qui est de plus en plus présent, c'est la question de la mutation des emplois et des compétences à l'échelle du territoire. Je trouve que l'exemple que tu as donné sur les agriculteurs est très intéressant, parce qu'effectivement, si on veut décarboner l'agriculture, il faut créer aujourd'hui 500 000 emplois d'agriculteurs. Si on veut isoler les logements, il faut créer 300 000 emplois d'artisans. Or, ce ne sont pas forcément ce que les modèles sociétaux aujourd'hui promeuvent comme réussite sociale.
sociale ou réussite professionnelle. Ce qui est intéressant dans le sondage de l'Obsoco qu'on a pu voir hier, c'est que ces questions de réussite sociale et de réussite professionnelle sont en train de baisser en préoccupation par rapport à d'autres enjeux. On a parlé aussi d'une entreprise du CAC 40. Alors, je vais me tourner vers Antoine. Hier, il y a eu un petit débat en disant, mais alors est-ce que les entreprises ont déjà commencé à bouger ou est-ce que des entreprises ont déjà commencé à bouger? On avait des témoignages d'entreprises du CAC 40 hier. Tu as été nommé, je crois, il y a 5 ans, c'est 5 ans à peu près, hein, la création d'AXA Climate. Pourquoi un grand assureur comme celui-ci, il y a 5 ans, décide de créer cette société et quels ont été les progrès depuis? Tu parles beaucoup de régénération, notamment, c'était le thème de notre journée d'hier. Le début de cette discussion, qu'est-ce qui t'inspire? Alors déjà, merci, c'est une joie d'être là et c'est chouette qu'il y ait des événements comme ça, de cette qualité. En tout cas, merci beaucoup de vos prises de parole. Alors oui, donc moi je suis vraiment l'étrange animal de la table ronde, je suis le groupe du 440. Alors je vous demande juste d'oublier le temps de mon intervention un tout petit peu le grand AXA assureur pour vous parler d'une aventure intrapreneuriale un peu miraculeuse. Parce que, in fine, moi ce qui me fait vibrer, c'est ça. C'est réinventer un modèle d'organisation, on est maintenant 200, on a bien grandi, où en fait on peut être citoyen et collaborateur et on décentralise un maximum la décision. Et j'ai bien compris ton message subliminal, je ne reparlerai pas de régénération parce que vous en êtes tous des experts depuis hier, mais c'est quand même nous notre façon d'arriver à ce sujet de la régénération. C'est comment on arrive à appliquer des principes du vivant à l'échelle d'une organisation qui passe d'un statut de machine avec des rouages, à un statut d'écosystème vivant, où on parle de décentralisation, de singularité, de réciprocité, et donc d'ouverture d'une certaine façon aux parties prenantes. Je ferme la parenthèse, je voulais juste vous expliquer pourquoi AXA Climate. Alors nous, on a eu deux façons d'aider à bouger les sujets. Alors comme on est AXA, notre singularité, c'est qu'on est assez écouté. Et donc, quand j'ai l'occasion de parler à d'autres dirigeants, quand je parle de ces sujets, je ne suis pas l'art des choix qui fait de la permaculture, un peu woke et qui effraie tout le monde, je caricature. Mais d'une certaine manière, il y a un tempo aussi institutionnel dont on utilise et dont on fait une large utilisation chez AXA Climate pour convaincre et entraîner d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises. Il y a deux façons qu'on a de faire bouger les gens. Le premier, c'est de faire peur. On est assureur, on a une capacité à projeter le climat à 2030 et donc on a une approche par le risque. Alors, les entreprises, c'est ça qui les fait bouger. Moi, j'ai parlé longtemps de régénératif à une grande maison de Champagne. Je lui ai fait une étude en lui expliquant les millions qu'il allait perdre avec les baisses de rendement attendues dans une partie de la France qui fait du champagne. Ça a suffi à faire bouger, à déclencher. Et donc, en fait, ça peut paraître surprenant, mais on connaît tous la météo du jour. À Marseille, elle est souvent bleue, comme le ciel. Mais personne ou trop peu de gens connaissent le climat à 2030 ou 2050, alors que les amis, c'est écrit. Quoi qu'on fasse en carbonisation, les scientifiques le disent, c'est des territoires qui vont être inondés, c'est des sécheresses qui vont nous tomber dessus. Et donc on a un premier rôle qui est simplement de prendre des cartes et de projeter du climat à une maille très fine. Là où je rejoins aussi mes voisins, arrêtons avec les moyennes. Arrêtons avec les logiques nationales, arrêtons avec les concepts hors sol. La réalité, qu'elle est locale. Et donc, en fait, c'est pas en regardant les rapports du GIEC, malheureusement, qu'on va y arriver. C'est quand on est une coopérative agricole, une mairie, en projetant et en faisant un travail scientifique propre au territoire, parce que l'adaptation de Marseille ne sera pas l'adaptation de Cassis, l'adaptation de Chamonix ne sera pas l'adaptation de Briançon. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, on en vient au sujet du régénératif. Et cette formidable opportunité démocratique, c'est à partir du moment où on dit que l'adaptation, elle est locale, en fait, on ne peut plus faire de grands plans. Ça n'a aucun sens. Évidemment qu'il y a des choses qu'il faut faire à l'échelle nationale sur la taxation, la fiscalité. Mais quand on pense à l'adaptation d'une infrastructure, à la façon dont les personnes doivent fonctionner sur un territoire, eh bien en fait, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance aux gens qui sont sur le terrain, aux citoyens. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est l'importance de la formation. Je sais que c'est aussi un peu trivial, mais quand on a dit qu'on ne savait pas où on allait, parce qu'on ne sait pas très bien où on va, quand on a dit qu'il allait y avoir autant de réalités différentes que de territoires, eh bien en fait, il faut faire le parti des humains et le parti de renforcer les capacités de chacun à prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est la formation. Et donc, c'est là où je vais demander d'oublier un peu AXA l'assureur. En fait, nous, notre manière d'opérer, on est 200, c'est de faire de la formation. Et donc, notamment, on forme des millions de personnes dans les entreprises. Donc, quand il y a un Yankovici qui est passé dans un amphithéâtre, nous, on est chargé de diffuser du contenu digital pour expliquer, à travers des volumes de 5 minutes, ce que c'est que la biodiversité, pourquoi l'eau monte, ce que c'est que la transition aussi de certains métiers, comme le métier RH, le métier des achats. Et ce qu'on a réalisé aussi, et c'est pour ça que je suis content d'être là pour vous en parler, c'est qu'on a bossé, alors le Shift, je sais que tu étais un peu ambivalent sur le truc, mais on a quand même bossé avec le Shift pour faire une école du climat,
pour les maires. Et pour les agents et les agents locaux. Et donc on a rendu cette formation gratuite aux moins de 10 000 habitants et on accompagne des villes plus importantes. Tout ça pourquoi ? Pour dire en fait il faut absolument qu'on mette les agents, les élus, au niveau des citoyens et des jeunesses environnantes dans un territoire. C'est des jeunesses qui sont souvent, quelles qu'elles soient, c'est pas que les jeunes bobos privilégiés, c'est aussi les jeunes des territoires plus difficiles, comme les banlieues. On bosse avec Banlieue Climat aussi sur le sujet. En fait, à un moment donné, il va falloir qu'on laisse une voix à toute cette jeunesse, toutes ces générations qui vont vouloir provoquer des changements dans le territoire. Et pour ça, il faut apprendre ce que c'est que l'adaptation réussie, ce que c'est que la maladaptation, l'importance de planter un arbre. Et donc tout ça, on l'a digitalisé et c'est devenu une école du climat qu'on met à disposition d'un maximum de maires. Je referme la parenthèse. Par ailleurs, nous sommes un groupe du 440. Par ailleurs, le groupe du 440, si on veut très rapidement tester un peu sa maturité, elle n'est pas encore sur les limites planétaires. Le groupe du 440, il est encore sur une logique de décarbonisation. Il est dans une logique de réduire le négatif. Mais le changement de paradigme qui vise à dire réduire le négatif, en fait, on va juste dans le mur, parce que c'est logique et mathématique. On a déjà dépassé les limites planétaires. Le paradigme qui vise à dire, en fait, il faut penser l'entreprise différemment et la mettre au service d'un potentiel positif, on n'y est pas encore. Après, le groupe du 440, il a plein d'avantages. Quand un groupe du 440 bouge, il fait bouger toute sa filière. Et donc, il y a des effets de cascade très positifs sur plein de sujets. Et donc, voilà, moi, ce qui m'amène, malgré mon jeune âge, à être très sage et de plus en plus sage, c'est d'avoir un lâcher-prise en me rendant compte, en fait, que la diversité, c'est génial. C'est-à-dire avoir des Américains technosolutionnistes qui vont investir un max sur le nucléaire, c'est bien. Avoir des Européens un peu plus singuliers qui vont avoir une autre façon, c'est bien. Parce qu'in fine, et le rapport Le GIEC le dit, on va avoir besoin de toutes ces cordes pour réussir le défi. Et donc voilà, il faut le groupe du 440, il faut la boîte familiale, et puis il faut aussi tous les débats qu'on a, et on a besoin aussi de vous, évidemment. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci beaucoup, Antoine. Et je suis un grand fan de Sébastien, donc vous avez beaucoup de chance d'avoir un animateur de ce niveau-là, qui nous passe des messages et en même temps qui nous pose des questions. Donc merci aussi de l'invitation. Merci à toi. Bon, c'est pas prévu. On va terminer peut-être ton avis, Madame la Présidente Virginie, à la fois sur cette question de priorisation des investissements, parce que je crois que ta collectivité a conduit ce travail, et puis sur le besoin de formation des élus, des équipes. Ça serait intéressant d'avoir ton point de vue peut-être en conclusion de cette session. Merci Sébastien, c'est vrai, on a de la chance de l'avoir à France Ville Durable. Oui. Ouais, ça va. Je suis là parce que j'ai participé au recrutement, donc je suis très contente. Et je suis très contente des débats qu'on a ce matin aussi, qui nous éclairent un peu sur la feuille de route qu'on va devoir encore amender aujourd'hui, puisqu'on a fait un petit peu ce que tu disais. On a fait peur aux élus pour pouvoir avancer sur le territoire. Alors, Cossé-Naglo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 80 000 habitants entre Rouen et Le Havre, avec au milieu ExxonMobil. Donc, les Marseillais comprendront que c'est à peu près... Il y a Fos, mais nous, il y a la plus grosse raffinerie d'Europe intégrée, parce qu'elle fait du brut jusqu'au recyclage de plastique aujourd'hui. Donc, elle fait le pétrole, le gaz. Elle fabrique le plastique et derrière, elle le recycle pour pouvoir faire ce qu'on appelle du tack oil. Donc, il réalimente les vapocrackers pour refaire du plastique avec du plastique sans reconsommer du pétrole. Mais là, je comprends tout de suite que notre outil industriel n'a fait que essayer de diminuer la réduction. Non, mais ça, vous inquiétez pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, effectivement, je pense que Judith a beaucoup insisté sur le citoyen. Moi, j'ai vraiment pris en premier lieu déjà l'angle de l'élu, tout en demandant en parallèle au Conseil de développement de travailler sur le citoyen. Des deux côtés, on n'a pas eu tout à fait la même méthodologie parce que le Conseil de développement a demandé à ce que les citoyens alimentent la réflexion, jusqu'où ils étaient capables d'aller, quelle était leur vision. Et j'ai quand même un peu la déception d'avoir réuni que des initiés, quelque part. Bon, ça, je pense que c'est le fait de beaucoup d'élus sur les territoires. Il faut encore qu'on trouve des solutions pour beaucoup plus largement capter les citoyens. Je pense que ce sera une des missions de France Ville Durable, de donner des outils aux élus. L'autre outil que m'a donné France Ville Durable, c'est d'amener l'ensemble des élus, qu'ils soient maires d'une commune de 50 habitants qui est obnubilée par des terrains supplémentaires. Alors, j'ai dire 50 habitants, il n'y a pas d'école. Mais à partir de 170 habitants, chez nous, il y a une école. La conserver, avoir du terrain, et puis finalement d'avoir aussi l'élu de la commune de 10 000 habitants que je suis, qui est plus dans le développement industriel, dans la reconversion. Nos usines, nous, on connaît notre neige. C'est une usine pétrochimique, on sait très bien. Moi, je suis élue depuis 10 ans, je suis dans la territoriale depuis 30 ans, et depuis 30 ans, j'entends, dans 4-5 ans, c'est fini. Donc il y a un peu le syndrome Prokofiev qui circule chez les citoyens,
Comme depuis les années 80, on entend que ça va fermer, quand on leur dit, vous savez, ça doit fermer, personne n'y croit. C'est Pierre et le loup, c'est vraiment ça. Donc là-dessus, on a vraiment besoin de recréer un dialogue. Mais déjà, mes élus, m'occuper du maire rural comme du maire de la ville-centre, qui a chacun ses priorités, eh bien, Sébastien, elle a utilisé le faire peur, l'électrochoc. Et il a complètement démonté leurs croyances. Pour eux, changer les candélabres, ça allait régler le problème de la planète. Un certain nombre d'élus quand même, peut-être, et j'en fais partie d'élus qui disaient les investissements vont aller dans un certain endroit alors que le levier était plus intéressant d'un autre. Donc ce qu'on a choisi de faire ensemble, c'est d'abord l'électrochoc, qui nous a permis derrière d'avoir une politique, avant de parler budget, de parler grands principes. Les grands principes, c'est déjà de faire un 360 et de se comparer aux autres. Et là, je reviens avec les témoignages des propos introductifs. On est toujours intégré dans un tout. On doit collaborer avec les autres territoires à travers la mobilité, l'habitat, les flux pendulaires pour le travail. Donc déjà s'intéresser avec un 360, qui on est au milieu des territoires autres et au milieu de la France et de l'Europe. Et là, on s'aperçoit qu'on est bon à des endroits où on pensait pouvoir encore avoir des actions. Je caricature un peu, mais moi j'ai fait des ateliers avant de faire appel à Sébastien, des ateliers post-it, à façon années 90, et c'était que des actions concernant les seniors. Quasiment dans tous les groupes de travail, c'était que du senior, les maisons, la mobilité des seniors, fleurir les centres-bourgs, alors que quand on a fait le 360, on était au taquet de tout le référentiel. Donc on leur a dit stop. C'est pas sur ces sujets-là qu'on doit s'investir, c'est sur d'autres sujets. Donc on a été avec, alors ça ressemble un peu pas à ton donut du nouveau, c'était vraiment le début, un donut que je comprends mieux pour le moment que celui qu'on a présenté hier, mais je vais encore me former là-dessus. Ça nous montrait vraiment visuellement, là on est bon, on n'y touche plus, donc on renonce aux politiques qu'on a engagées en la matière. Et là, par contre, vous croyez que c'est pas notre sujet, mais c'est notre sujet et on a des vrais leviers. Les citoyens nous avaient dit en parallèle, et ça a alimenté notre réflexion, Marie-Annick, ma directrice de la stratégie transition, elle est là. Les citoyens avaient dit, vous avez fait un plan climat-énergie air territorial qui demande beaucoup d'efforts aux autres. Alors que vous n'avez pas utilisé vos leviers. Vous avez manqué de courage dans vos propres leviers, alors qu'on est quand même quasiment autorité organisatrice des transitions quand on est intercommunalité. On a les transports, on a l'eau, la mobilité, on a le développement économique, l'aménagement de territoire. On peut dire vous construisez plus ici, on peut dire vous construisez là. Enfin, c'est phénoménal les outils qu'on a. Et puis nous, on s'est content de dire ce serait bien que les communes fassent ça, le département fasse ça. Donc on s'est vraiment mis en position disruptive en disant maintenant on va être courageux. Un électrochoc, un 360 qui nous dit là où on est bon, là où on est mauvais, et après une moulinette. On l'a appelé comme ça. Moi, j'ai bien dit à mes élus, c'est pas un tableur Excel qui va décider du projet de territoire. Entre parenthèses, il s'appelle projet de relance et de transition et d'écologie. Et là, on va le changer parce que c'est beaucoup plus vaste. C'est pas une question de relance. On va l'appeler projet de réussite des transitions et de l'écologie. Parce qu'il faut chacun qui puisse partir. Puis on pourra faire le même acronyme avec les CRTE d'ailleurs. Parce qu'à une lettre près. Ouais, on en a discuté avec le ministre et c'est marrant, on avait eu aussi cette idée-là. Et on a passé une moulinette. Le cabinet qui est très j'ai envie de dire, cajoler les élus, avait déterminé des critères pour chacun des projets. On savait qu'on avait 25 millions à dépenser dans les nouveaux projets sur ce mandat-là. 25 millions, pas un euro de plus, à travers les prospectives, le pacte de financier, le pacte de gouvernance avec les communes. Et puis de l'autre côté, on a déterminé 2 grilles. Le cabinet, très sympa, fait une grille qui dit aux élus, ça leur laisse le choix, ils peuvent encore avoir un projet politique qui passe avant un projet environnemental et social. Je crois que l'important, ce que disait jeudi, c'est que c'est avant tout un projet social. Et puis Sébastien est arrivé avec sa grille ayatolesque, extrémiste, qui supprimait la pauvre médiathèque une des villes. Et on s'est dit, c'est pas grave, on jette les deux. On jette les deux, parce qu'on en a déjà 4. Okay. On jette les deux. Et je crois que l'effet électrochoc et l'effet conseil de développement, les citoyens nous ont dit, vous avez mal bossé. C'était pas terrible ce que vous avez fait sur le premier plan climat. Eh bien, ils ont choisi la grille de France Ville Durable, pas de Sébastien, mais de France Ville Durable, parce que France Ville Durable, c'est toute une équipe de France Ville Durable, et on a passé tous les projets. Alors après, une fois qu'on avait parce qu'on a déterminé les critères, on a déterminé l'enveloppe, et après,
on a passé tous les projets. Alors c'était entre 60 et 80 critères, je crois, de mémoire. Sébastien, c'était énorme. Sur 6 grands axes. La résilience, la productivité, la connectivité, l'inclusion, etc. etc. Et après, un roulement de tambour et on dit ça se fera pas, ça se fera pas, ça se fera pas, ça se fera pas. Alors des fois, je fais de la politique quand même, par rapport à vous. Je dis ça se fera plus tard. Ça se fera si c'est mieux financé, ça se fera si on renonce à un autre truc. Donc on n'a pas enterré les projets, mais on a clairement identifié et chacun des élus a pu s'approprier l'argumentaire qui allait avec ça. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire jusqu'ici. Je dis, on n'était peut-être pas un territoire en avance. Mais moi, je me souviens, j'ai été directrice de ce territoire avant d'en prendre la présidence. Pendant des années, on a buté sur l'évaluation des politiques publiques, où on nous disait ce qui compte, c'est les moyens, les résultats, c'est dangereux. Et ça, c'est un autre outil que France Ville Durable devrait développer, parce que moi, maintenant, sur tous les projets, quand la presse a découvert l'ensemble des projets que le territoire conservait, pour évoluer exactement dans le sens que vous évoquez ce matin, on a renoncé à des choses. Et finalement, la presse est focalisée sur ce sur quoi on avait renoncé. Et ça, j'ai un problème avec ça. Parce que là, j'ai eu, après coup, mais oui, mais tu te rends compte, et là, on ferme 2 piscines. Mais je n'imaginais même pas me prendre autant de pétitions, d'articles dans la presse, parce que je fermais des piscines. Quand j'aurais dit que ça coûtait 170 000 € de chauffage, une piscine de 50 mètres découvert, extérieure, et tu te rends compte qu'il y a encore des outils pour faire le lien entre les citoyens qui participent aux travaux et qui sont un peu convaincus, Judith, je le redis comme ça, et ceux qui vont lire la presse en disant « Regardez, vos élus sont nuls, ils vous suppriment, la seule chose qui vous faisait plaisir, il va faire chaud, ils ferment la piscine ». C'était pas tout à fait ça, parce que j'ai 12 bassins, j'en ferme 3. Sauf qu'on se focalise sur les 3 qu'on ferme. Donc je crois qu'il y a encore un peu de boulot là-dessus, mais la méthodologie, faire peur, avoir au moins le sentiment d'avoir un combat commun, et puis derrière, d'utiliser non pas le volet, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, parce que là, on se dit c'est l'État ou les entreprises, on l'a vu dans l'Observatoire hier, c'est de dire on vous propose un nouveau contrat social sur le territoire. Et vous devez vraiment participer à ce contrat. Donc je crois que l'action sur les élus, elle est primordiale. Je suis heureuse, c'est con, je suis juste au-dessus de 10 000 habitants sur la formation gratuite. Mais j'ai plein de communes du territoire qui sont en dessous de 10 000 habitants et je pense qu'il faut absolument partager une culture commune en la matière. Et quand on sort des travaux de 2 jours comme ça, aujourd'hui, quand on entend Marseille, quand on entendra Grenoble, quand on a entendu Bordeaux, Angers, l'île Dijon aujourd'hui, on se dit quand même, j'ai l'impression que tout le monde va dans le même sens et on va y arriver. Quand j'entends Fayence, moi, je suis en train de compter, mais 1 hectare par commune. Excusez-moi, mais j'ai vraiment les boules de ce 1 hectare par commune, où mes mères me disent « j'y ai le droit, sinon je ferme mon école », alors que ça n'a rien à voir. Et je ne crois pas que les citoyens, c'est comme ça qu'ils comptabilisent leur bien-être sur une commune, sauf que c'est comme ça qu'on le montre depuis des années. Je crois vraiment qu'il y a un changement de culture qu'il va falloir opérer, il va falloir mettre des moyens. Enfin, que je réserve une partie de ces 25 millions dans comment on emmène dans un projet commun social et très spécifique, pas différenciant. C'est ce que je reproche aussi à la loi 3DS. Le mot différenciant me pose problème. On en discutait avec Perrine Prigent hier. C'est spécifique qui compte, avec vraiment l'État garantissant l'équilibre territorial et nous donnant des outils formidables comme le CEREMA, l'ANCT et les financements de France Ville Durable aussi qui nous permettent. Mais je crois que différenciant, embarquer les citoyens, un électrochoc, tout ça, c'est un petit peu les ingrédients qu'il faut mettre dans la marmite pour que ça fonctionne et qu'on soit régénératif. Ça veut dire que moi, mon prochain projet, c'est une communication différente pour que j'embarque l'ensemble des citoyens, et je pense que c'est important, et de refaire notre grille d'analyse. Je regarde Marie-Annick, non pas en diminuant notre impact, comme on l'a fait jusqu'ici, en produisant de l'énergie renouvelable autant qu'on consomme d'énergie, mais en regardant comment on régénère l'espace naturel, la biodiversité, le bien-être, l'offre de soins différente. Je pense que c'est vraiment peut-être des nouveaux objectifs pour France Ville Durable pour cette nouvelle présidence. Voilà. Merci beaucoup Virginie. On peut, sur cette question du focus sur ce qu'on ne fait pas, qui est plutôt encore jugé négativement dans la société, je veux citer des initiatives de quelques collectivités qui maintenant se mettent à organiser des non-inaugurations avec leurs habitants
en disant regardez, sur cette parcelle, on avait prévu de faire un centre commercial et on a sauvé la vie, le sol, la capacité du carbone, etc. Et puis ils font un pot avec les habitants derrière pour célébrer le fait de ne pas avoir fait le projet et d'avoir ainsi réduit les émissions de carbone du territoire. Donc il y a des leviers qui sont tout à fait possibles et je vous remercie d'applaudir nos intervenantes et nos intervenants.